Je vais vous passer la parole, Claudine. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Donc, je voudrais aborder l'histoire de la gestation et de la mise en œuvre de la loi de 1919 qui ont été particulièrement conflictuelles, raison pour laquelle la loi de 1919 n'a pas laissé un grand souvenir et que, de mon point de vue, c'est malheureux, il n'y a pas eu bousculade pour fêter son centenaire, bien que tous les centenaires, en général, aient droit au respect. Alors, gestation conflictuelle, ça se voit à la durée de la gestation, puisque le projet de loi a été déposé en 1911 et pas seulement en raison de la guerre, il n'aboutit qu'en 1919, et comme sa mise en œuvre judiciaire est conflictuelle, très diversifiée, mais quels que soient les cas de figure, toujours aussi conflictuelle, donc elle est révisée en 1927, et ce sera là le terme de l'exposé que je vais essayer de vous faire sans déborder sur le temps. Alors, monsieur le député, vous évoquiez les marques. Ça me paraît le point sensible et l'un des nœuds, sinon le nœud principal du conflit de cette loi. C'est pourquoi je vous propose en guise d'introduction, 2 citations d'époque qui évoquent et qui montrent quelle rupture a opéré cette loi de 1919 et une des raisons et la raison principale de sa conflictualité. Donc on a d'un côté, première citation que j'ai prise dans le principal journal du négoce bordelais, du négoce des vins bordelais, c'est le commerce seul, hein, et donc le commerce seul a créé les appellations d'origine et n'avait pas besoin de l'État, cette offensive a commencé bien avant la loi bien avant le dépôt du projet, puisque l'offensive a culminé au moment de la loi de 1905 sur la répression des fraudes. Je ne fais qu'une brève citation d'une circulaire commerçante professionnelle, en partie lue à la tribune de la Chambre. La répression des fraudes qui n'est qu'une atteinte odieuse contre la liberté du commerce. Et deuxième citation antagoniste, c'est celle de Clémentel, qui a été en première ligne dans ces années-là, comme président de la commission de l'agriculture de la Chambre, puis ministre de l'Agriculture en 1913, et qui montre bien la rupture opérée, ou la tentative de rupture opérée par ce projet de loi, hein, où le commerce avait fini par croire que les noms de Bordeaux, de Champagne lui appartenaient, alors que, et c'est la rupture très conflictuelle introduite par la loi, la propriété, les appellations constituent avant tout la propriété des producteurs de ces régions. Donc, au cœur de la loi, il y a la tension entre marque et origine, entre droit des marques et un nouveau droit à inventer, et il me semble que cette tension est tout à fait d'actualité, et même d'une actualité brûlante. Donc je prends surtout ce qui m'a frappé, c'est le libellé des accords ATPIC-OMC, hein, où sont les appellations d'origine, dans la même rubrique que droit d'auteur, marque de fabrique et de commerce, indications géographiques, y compris les AO, tant et si bien que dans une partie de la littérature actuelle, y compris anglo-saxonne, l'appellation d'origine est assimilée à une marque territoriale. Et dans cette affaire, oh, c'est resté en jaune. Bon, ça c'était pour mes amis champenois, car comme mon nom ne l'indique pas suffisamment, je suis champenoise.
Et donc, dans cette affaire, la Champagne, je cite Chapas, qui a été le premier secrétaire général en date du CNAO, du Comité national des appellations d'origine, dès sa création en 1935, qui connaissait particulièrement bien la question. La Champagne a été en vedette, tenant sans cesse la tête du mouvement, à la fois pour le meilleur et aussi pour le pire. Alors, ce conflit marque appellation. Il est, si je peux dire, plus que conforté par la filiation française de la loi, c'est-à-dire la loi rapportée en 1824 par Chaptal, qui protège le nom commercial, les marques, et le nom de lieu, provenance géographique des produits fabriqués, contre les altérations ou suppositions de noms. Donc, alors, clairement, dès 1824, et la loi de 1824, elle est toujours en vigueur, mais même si, comme l'avait dit Robert Tinlot, ancien président de l'OIV, elle ne sert à rien, mais elle est toujours en vigueur. Donc, une assimilation du nom de lieu au nom commercial. Alors, de cette loi Chaptal de 1824 découle toute une jurisprudence spécifiquement vineuse, où, donc, première étape de cette jurisprudence, en 1845, le vin mousseux de Champagne est admis par les tribunaux comme produit fabriqué. Et les maisons de Champagne, soit le Reims, soit l'Épernay, ont été très vigilantes et ont concouru très activement à cette admission, d'autant plus qu'en 1847, cette qualification de produit fabriqué est étendue à toutes les productions vineuses. Et qu'il en découle une première délimitation avant la lettre, qui est celle de la Champagne viticole, puisque le nom de vin de Champagne, il s'agit du vin mousseux, c'est-à-dire à cette époque-là, quand même une minorité de la production, ne peut être attribué qu'aux vins récoltés et manutentionnés en Champagne. Cette jurisprudence de la loi Chaptal converge avec les premiers accords internationaux sur le commerce des vins. C'est l'arrangement de Madrid de 1891 qui n'est signé, faut-il le dire, que par quand même 6 pays au départ, et qui stipule que les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne pourront jamais tomber dans le domaine public, donc ne peuvent pas être considérées comme un terme générique, article qui est repris presque à la lettre par, justement, la loi de 1919, car, commente la très récente revue de la propriété industrielle, qui est le mensuel de l'Association internationale pour la protection de la production industrielle, c'est déjà un point avancé, puisque monsieur le député évoquait la notion de terroir, on la voit déjà à l'œuvre. Les noms de localités correspondent à des conditions particulières de climat et de terroir qui ne sauraient être transportées. Et quelques numéros plus tard, la même revue précise, et là je trouve que le libellé se rapproche des accords ADPIC d'une façon presque grossière, si j'ose dire, les biens immatériels, donc on est bien dans la propriété immatérielle, la propriété intellectuelle. Les biens immatériels représentent ce qu'on appelle en français la propriété industrielle, qui a submergé la propriété commerciale, et la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire véritablement des biens privés, et comprennent par conséquent les domaines des droits d'auteur, des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance. Alors, je précise, pour sourire un peu, que dans cette forme juridique initiale, c'était devenu un repoussoir chez les Français, la dénomination Bourgogne d'Australie était parfaitement légale.
Alors, je reprends la formule antichambre des AO à une juriste, à Séverine Viscos, hein, qui situe les fondamentaux de la loi de 1919 dans la loi sur la répression des fraudes de 1905, laquelle a été déjà une rude bataille, puisque c'est Méline qui avait déposé le projet en 1898. Donc il a fallu 7 ans de bataille pour la faire aboutir. Donc, et cette loi de 1905 est une loi générale sur la loyauté des transactions qui vise, je cite, à réprimer la tromperie sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'origine ou l'espèce de toute marchandise, et qui concerne notamment les appellations régionales et de crus particuliers. Alors, cette notion de qualité substantielle est nouvelle. Elle a été introduite par un ingénieur agronome, docteur en chimie, qui va prendre la tête du service central de la répression des fraudes dès sa création. Et puisqu'il y a des étudiants d'AgroParisTech, c'est Eugène Roux, qui était à l'Institut national agronomique et qui est devenu, doit l'origine, le terme, l'introduction de qualité substantielle qui va faire le gros du conflit jusqu'en 1914. Alors c'est dans cette loi, en application de cette loi de 1905 qu'est créée la commission des boissons, qu'on appelle plus familièrement commission des fraudes auprès du ministère de l'Agriculture, et c'est dans la suite de cette loi qu'est mise par accro les délimitations, les premières délimitations viticoles en 1907, où les représentants de la Marne, sénateurs et députés, ont forcé l'interprétation de la loi pour mettre en place une première commission de délimitation. J'aurai l'occasion d'y revenir plus ou moins. Alors, quel est le dispositif, la procédure? C'est que il revient dans les régions viticoles de faire acte de candidature pour entrer dans un périmètre délimité, et il revient au Conseil d'État d'arbitrer entre les prétendants. Donc le Conseil d'État est institué en puissance d'arbitrage entre ces prétentions. Pour l'instant, on est dans l'ordre de la prétention. Et devant les premiers remous créés par cette délimitation subreptice, ou, comme a dit un député au bois, en sourdine de la Champagne viticole, le Conseil d'État, fortement ébranlé après un grand débat d'interpellation très houleux à la Chambre des députés, demande une délégation explicite de pouvoir au pouvoir législatif pour pouvoir délimiter. Ceci en 1907, c'est-à-dire on est au fait de la révolte des vignerons du Languedoc. Donc c'est l'objet de la loi Cazeneuve, adoptée séance tenante par la Chambre des députés en 1907, mais le Sénat a traîné les pieds pendant un an. Donc finalement, c'est la loi de 1908 qui délègue au Sénat le pouvoir explicite d'arbitrer entre des prétentions exclusives. Prétentions exclusives sonnant légèrement dans la culture républicaine de l'époque comme un rappel des privilèges de l'Ancien Régime. Et sur la base des usages locaux constants, j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion d'usage toujours en vigueur. Alors, c'est en 1907 seulement qu'est enfin arrachée la déclaration de récolte, qui avait été repoussée par 2 fois en 1905, et c'est aussi en 1907 qu'est créé ce fameux service central de répression des fraudes, qui joue encore aujourd'hui un rôle tout à fait important, et dont Eugène Roux, ancien de l'INA, Institut national agronomique, est nommé directeur. Alors, 1911 tournant,
grand tournant à cause des révoltes de Champagne, dont, alors c'est pas du tout par esprit régionaliste, hein, mais dont la mémoire a été très largement refoulée. Hein, c'est un peu un phénomène de amnésie-amnistie pour les violences commises. Donc les révoltes de Champagne se déroulent de février à avril 1911 sous deux couleurs totalement différentes. D'un côté, ce qui dans la presse nationale de l'époque a été qualifié d'émeute, c'est assez banal, mais de jacquerie. Là, on a rappelé les jacqueries et la grande peur de 1789, c'est pourquoi je me suis permis de parler de grande peur champenoise, et dans l'aube des manifestations puissantes, pacifiques, de violence symbolique seulement. Alors, violence symbolique seulement, dans les mots d'ordre, j'en extrais deux comme ça. On a révisé Dreyfus, on révisera la Champagne, parce que l'aube, on avait été exclu par défaut d'usage de production conforme, ou développer sur une banderole géante le droit à l'insurrection proclamé par l'article 35 et dernier de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Donc, les révoltes auboises ont usé un préfet, deux sous-préfets, et conduit la présidence du Conseil au remplacement. Et c'est dans cette grande peur nationale où on voit tout en combustion que est déposé dans l'urgence, le 30 juin 1911, un projet de loi par le ministre de l'Agriculture de l'époque relatif aux altérations ou suppositions de noms. Donc ça, c'est la reprise littérale du libellé chaptal, et avec le complément, et à la protection des appellations d'origine. Exposer des motifs qui indiquent clairement la rupture et qui va être le serpent de mer des discussions jusqu'en 1919. Il s'agit de faciliter aux producteurs et négociants la défense des intérêts légitimes concernant la propriété collective des dénominations géographiques de provenance des produits. Alors, ce terme de propriété collective a donné lieu à des commentaires et à des mouvements d'indignation, les désignant, les voient en hégémonie comme un collectivisme confus. Et ce collectivisme confus n'a été que revigoré en 1918-19, après la Révolution russe. Alors, la rupture est tout à fait considérable, puisqu'on passe de la prétention exclusive à au droit à. Hein, on passe d'un privilège à un droit créance. Donc, il s'agit, et c'est comme ça que... Alors, le négoce champenois, qui a été proprement échaudé par les émeutes incendiaires dans la Marne de 1911, se tait, hein, il est comme sidéré. Alors, le négoce qui donne de la voix et d'une façon concordante, c'est le négoce bordelais, c'est pourquoi j'ai piqué pas mal dans son organe principal de presse. Donc, les marques ont l'impression d'un dessaisissement, d'une quasi-expropriation, et d'ailleurs, le temps, c'est-à-dire, pour faire simple, l'ancêtre direct du Monde de l'époque, dit que le Conseil d'État avait été mué en chambre d'expropriation. Quand même, le mot est fort. Raison pour laquelle, à partir de juin 1911, le Conseil d'État refuse de poursuivre tout arbitrage en la matière. Ce qui rendait l'urgence d'autant plus grande d'une nouvelle loi. Et le négoce bordelais soupire, que devient le moule de la loi Chaptal, qui était fait pour protéger les marques.
Donc commence véritablement le débat sur le projet de loi. Très rapidement, l'urgence avait été déclarée, et dès le mois de juillet, on a déjà, le projet de loi est déposé le 30 juin, en juillet, on a déjà 2 rapports parlementaires sur la question. Alors, quels sont les critères discriminants de l'attribution de l'appellation d'origine dans le projet initial? L'origine, la nature et reprise de la qualité substantielle, tirée principalement des cépages, modes de culture et terrain, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà, alors cépages, modes de culture et terrain, c'était déjà considéré comme la triade des usages de production chez, disons, pour faire rapide, les œnologues de l'époque. Et qualité substantielle fait problème et controverse et polémique. Pour quelle raison? Eh bien, je recite encore le commerce bordelais qui plaide le droit d'améliorer. Alors, par ces temps de loi Évin, j'aime beaucoup rappeler l'usage de ce qu'on appelait si joliment des vins médecins ou des vins de soutien pour remonter l'ordinaire, si je peux dire. Et là-haut étant plutôt une expression qualitative qu'une expression géographique, donc une négation de l'origine territoriale. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération des associations viticoles de France, qui se constitue en février 1913 justement pour peser sur la décision parlementaire à venir, eh bien, annonce à la quasi-unanimité contre les qualités substantielles, par défiance envers les pratiques commerciales, et donc le recours à ces fameux vins dits de soutien ou vins médecins. Et après, donc, presque après 2 ans et demi de débats, de rapports, de contre-rapports, d'élimination, puis de réintroduction des qualités substantielles, 4 jours de débat qui aboutissent au vote du 21 novembre 1913 où 537 députés sont présents, c'est-à-dire que la Chambre a quasiment fait le plein. Donc le 21 novembre, 62% des députés se prononcent contre les qualités substantielles, mais reste une forte minorité de 38% qui sont totalement irréductibles. Et le débat final a été introduit avec fougue par le duc de la Trémouille, alors vieux nom de la vieille France, le duc de la Trémouille, qui est aussi possesseur du château Margaux et député de la Gironde. Donc une violente diatribe dont j'ai extrait ces 3 lignes. Peut-on contester au détenteur d'un vignoble le droit de faire du nom de ce vignoble l'usage qui lui plaît, si l'attribution du nom est subordonnée à certaines qualités, il est porté atteinte au droit de propriété. Donc c'est qualité substantielle, droit de propriété, ce sont les 2 points, si je peux dire, électriques du débat, et qui va faire que même en 1919, on ne sera pas parvenu à un consensus au sein des assemblées. Et les opposants font valoir que les lois en vigueur, la loi de 1824 comme l'arrangement de Madrid, étaient parfaitement muets sur la qualité des vins. Alors, après ce vote épique de l'Assemblée que je vous ai cité sur la défaite des qualités substantielles, la procédure a été suivie. La Chambre a transmis le projet au Sénat, et le Sénat qui nomme une commission. Et la commission, présidée par le sénateur Genevourier, qui était juriste lui aussi, dépose son rapport le 3 juillet 1914. Donc l'entrée en guerre a fait que
évidemment, le débat final et l'adoption ont été reportés. Alors, j'ai mis entre guillemets loi Génouvrier parce qu'à l'époque, c'est ainsi, comme ça, qu'au début des années 20, on l'a appelé, tellement son rapport a été la grande référence jurisprudentielle. Et la commission sénatoriale a cherché un compromis, parce qu'on avait promis une grande loi de pacification ou de réconciliation nationale. Donc, quel est ce compromis trouvé par Génouvrier et ses collègues? L'alternative, l'origine ou les usages. Là-haut serait attribué au candidat conforme avec l'origine ou les usages. Donc les qualités substantielles ont fait leur disparition. Alors, deuxième référence, c'est conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Donc maintenant, c'est plus seulement un duo, les usages locaux constants, mais c'est introduit le terme de loyauté pour faire antidote aux usages dont on se réclamait et qui étaient considérés par leurs adversaires comme des abus constants. Donc il s'agit de revendiquer et que l'usage en lui-même, même attesté, n'est pas forcément, comme avait dit Clémentel, l'usage n'a pas toujours raison. Il y a des usages erronés. Alors, dispositif de la loi aussi qui fait grincer des dents, mais maintenant qui ne pose plus guère de problème, je pense, c'est que l'appellation d'origine est revendiquée exclusivement par les producteurs dans leur déclaration de récolte. Donc, en effet, le négoce, le commerce sont écartés. Alors, deuxième point très conflictuel, qui a fait hurler jusqu'à la mise en œuvre de la loi, c'est la place accordée, la légitimité accordée aux syndicats viticoles qui ont pleine capacité à défendre les viticulteurs, les vignerons devant la justice. Alors, je vous ai pris dans un florilège immense, porte ouverte au chantage syndical, à la tyrannie syndicale des propriétaires, aux syndicats obligatoires, ça c'est la revue des économistes qui le dit à l'époque. Donc on est encore dans le collectivisme confus. Alors, puisqu'on a pensé que la loi Chaptal était parée de toutes les vertus, donc la procédure, le pouvoir exécutif est dessaisi, le pouvoir législatif préfère ne pas se risquer, et donc l'enfant, si j'ose dire, est renvoyé au pouvoir judiciaire, aux tribunaux. Donc auprès des tribunaux civils du cru, c'est-à-dire au plus près de l'appréciation des usages locaux. Dans cette loi de 1919, c'est pour ça que ce n'est pas seulement par esprit régionaliste, il y a quand même 6 articles spécifiques consacrés à la Champagne viticole, de même que la loi de 27 en comporte 3. Donc, la loi est adoptée le 6 mai 1919 de façon urgente parce que les traités de paix dont la signature était imminente comportaient des clauses de protection des appellations d'origine française. Et donc la loi a été votée, mais sans qu'un consensus ait pu être trouvé. Ce qui a fait dire à l'époque à des adversaires que la loi avait été bâclée, ce qui le fait dire encore aujourd'hui à certains auteurs avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, parce que quand la loi arrive pour le vote final et la promulgation, elle est lestée d'une douzaine de rapports parlementaires, de 3 consultations juridiques majeures et de suppléments d'enquête, de témoignages. Donc il y a un dossier sur la loi de 1919, elle a été tout sauf bâclée. Alors, deuxième étape, maintenant que la loi est adoptée, non, et pas à l'unanimité, c'est la mise en œuvre judiciaire auprès des tribunaux,
qui va reposer les questions: quelle origine, quels usages et quel genre de propriété. Les débats sont d'autant plus complexes, sinon opaques, que la même loi donne lieu à des mises en œuvre conflictuelles, mais très divergentes selon les régions viticoles. Alors, je prends les deux exemples phares. En Champagne, dans la Champagne viticole, la loi continue ce qu'on a appelé dans l'histoire régionale rétrospectivement la guerre de 20 ans entre l'Aube et la Marne, c'est-à-dire les poursuites judiciaires absolument intraitables des vignerons de l'Aube par les vignerons de la Marne contre l'intégration de l'Aube dans la Champagne viticole. Et deuxième exemple qui montre un cas de figure totalement différent, c'est la Bourgogne viticole, où la mise en œuvre de la loi déclenche ce que a été appelé par un de ses historiens les plus pondérés une bataille sans merci, c'est-à-dire une guerre ou une guéguerre, mais entre communes, entre départements, entre syndicats pour les délimitations en Bourgogne. Mais dans cette conflictualité, des motifs de conflit ont disparu. Alors, conflit totalement apaisé sur le droit de propriété, où l'appellation d'origine devient acceptée comme un bien patrimonial, donc c'est vraiment émancipé des marques. Alors, quel genre de propriété est-ce? La question s'est posée devant les tribunaux. Donc, plusieurs définitions tâtonnantes. Un droit collectif, un bien collectif. Donc là, je cite la littérature de l'époque et quelques arrêts de cour. Un patrimoine commun de valeurs, legs sacré, fruit glorieux du sol, du climat, du travail des générations évanouies, ou, alors là c'est Clémentel qui savait parfaitement de quoi il parlait, là je cite un arrêt de la Cour de Montpellier, valeurs collectives comportant un droit de propriété, caractère collectif de ce genre de propriété qu'est l'appellation d'origine. Donc là, on est dans une nature juridique non tranchée. Donc, conflit apaisé sur le droit de propriété. Deuxième conflit apaisé, pour la plus grande surprise, par l'usage qui est fait de la loi, c'est que l'intervention syndicale est reçue, et d'autant mieux reçue et acceptée que les syndicats viticoles, en petit ou en grand, s'empoignent allègrement devant les tribunaux. Donc le danger est écarté. Alors, la conflictualité survient là où on ne l'attendait pas, sur la notion d'usage. Et donc l'alternative origine-usage, c'est là où est le nœud du conflit. Les magistrats, qui, comme l'avaient fait remarquer quelques députés en 1913 et 1919, ne sont pas des dégustateurs. Les magistrats, les cours ont privilégié l'appartenance territoriale, réputée indiscutable, et ont négligé les qualités, avec la règle que, sauf exception notoire très notoire pour le Chablis, mais Jacques Fanez saurait en parler beaucoup mieux que moi, sans l'origine, les usages ne sauraient prévaloir. Alors, les usages, quels usages? On peut tout justifier par l'usage. C'est pourquoi la loi de 1919 avait précisé usages loyaux. Et donc, comme les tribunaux sont un peu dans l'errance, eh bien, dès les premiers arrêts de cour... Alors, la loi est promulguée en 1919 et les premiers procès surviennent en 1920 à l'issue des déclarations de récolte 1919. Donc, dès les premiers arrêts de cour d'appel, la révision de la loi de 1919 est mise à l'ordre du jour. Donc,
je cite brièvement, en octobre 1922, le ministre de l'Agriculture met sur pied une commission des grands crus. L'année d'après, 6 mois plus tard, la Fédération des associations viticoles de France met sur pied une section des grands crus. Et en 1924, les ministres de l'Agriculture mettent sur pied des projets de loi, et Joseph Capu, qui fut le premier président du Comité national des appellations d'origine en 1935, dans un très bref passage ministériel, met au point un comité juridique des appellations d'origine pour cerner la notion d'usages loyaux et pouvoir réintégrer les qualités, parce que tout ce travail, c'est pour protéger la qualité des vins, puisque finalement, les tribunaux ont mis de côté la qualité. Encore 5 minutes, une petite conclusion. On va passer la parole après à Jacques Fabre. Oui. Alors, je vais passer très rapidement sur cette notion d'usage qui nous vient de la France coutumière d'Ancien Régime, et selon une règle de droit émise et actée par le Code civil de 1804. Quand la loi est claire, il faut la suivre. Si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage ou l'équité. Et quand les chambres d'agriculture sont créées en 1924, elles ont pour mission très explicite, je cite, de codifier les usages ruraux servant généralement de base aux décisions judiciaires. Donc, aussi vague soit-elle, la notion d'usage était devenue totalement incontournable, et tous les partisans d'une révision de la loi ont dû composer avec, d'autant plus que cette référence aux usages est submergée par une vague socioculturelle bien plus large, qui est ce que l'historien anglais Hobsbawm a appelé l'invention de la tradition, où l'ancienneté sert de légitimité à l'usage. Donc Capu a dû essayer de faire avec, restituer au mot usage son plein sens. Et, dit-il, je pensais qu'il eût été téméraire de reprendre l'expression qualité substantielle. Il ne voulait pas repartir dans les polémiques. Donc nous arrivons ainsi à la proposition Capu de 1925, la proposition de révision de la loi, qui là encore est de source champenoise directe, puisque en 1925, le conflit Aube-Marne à propos de la Champagne viticole arrive à la Cour de cassation, qui rend des arrêts, lesquels arrêts sont récusés par les deux parties. Donc c'est bien, on est arrivé là dans l'impasse judiciaire, et il faut faire sauter le verrou. Et puisqu'il va être question des appellations fromagères, ce conflit viticole interfère avec un conflit fromager, avec l'intervention et l'évocation de la loi sur le Roquefort, qui intervient exactement dans la même période, où les producteurs de Roquefort réclament une loi et non pas le recours à une jurisprudence précaire, toujours remise en cause. Et ça donne lieu à un débat à la Chambre que je trouve vraiment très intéressant, puisque le débat tourne autour de savoir si Roquefort, c'est une appellation d'origine ou une marque. Et qui intervient dans ce débat? Édouard Barthes, ancien questeur de la Chambre depuis 1924, mais c'est finalement l'interprétation AO qui l'emporte, et il y a bien la première loi fromagère de protection des appellations d'origine sur le Roquefort. Donc, on va peut-être passer à la conclusion oui. rapidement. Merci. Et ainsi, c'est la loi de 1927 qui révise la loi de 1919 et qui réintroduit très explicitement les critères qualitatifs. Qu'est-ce qui définit l'appellation d'origine? Des cépages sélectifs et une aire de production qui entraîne une délimitation parcellaire de terroir.
Autrement dit, loi de 1919, comment se matérialisaient les délimitations par une liste de communes et comment vont désormais se matérialiser les appellations d'origine par des listes parcellaires avec les codes cadastrales pour chaque commune. Alors, la loi est votée à l'unanimité des 552 présents de la Chambre et Barthes est ovationné pour avoir su faire une loi plus que consensuelle. Et le Sénat s'y rallie. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer la manœuvre qu'il y a eu au Sénat pour tâcher pour briser cette unanimité, enthousiasme de la Chambre qui était contente et qui pensait avoir pacifié la situation. Je vous remercie. Merci.